Les lois du succès de Napoleon Hill, 11e volume, La tolérance. Audio numéro 1. Il y a des âmes en ce monde qui ont le don de trouver de la joie en tout lieu et d'en laisser partout sur leur passage. Faber. Vous pouvez y arriver si vous y croyez. Quels sont les deux traits importants de l'intolérance ? L'intolérance a deux traits importants sur lesquels nous allons attirer votre attention au début de cette leçon. Ces traits sont les suivants. Premièrement, l'intolérance est une forme d'ignorance qui doit être maîtrisée avant d'atteindre toute forme de succès durable. C'est la cause principale de toutes les guerres. Elle crée des ennemis dans les affaires et au travail. Elle détruit les forces organisées de la société en 1000 morceaux et se dresse en un puissant géant comme barrière à la paix. Elle détrône la raison et la remplace par la psychologie moutonnière. Deuxièmement, l'intolérance est le principal agent qui sépare les religions du monde. Elle ravage avec puissance ce qui est bien sur cette terre en divisant la communauté religieuse en petites sectes et dénominations qui investissent tant d'efforts pour s'opposer les unes les autres au lieu d'unir leurs forces pour détruire les maux de ce monde. Mais cet acte d'accusation contre l'intolérance est général. Comment l'intolérance vous affecte-t-elle personnellement ? Voyons comment elle vous affecte personnellement. Il est bien sûr évident que tout ce qui empêche les progrès de la civilisation est un obstacle pour tout individu, et inversement. Tout ce qui obscurcit le jugement de l'individu et qui bloque son développement mental, moral et spirituel freine les progrès de la civilisation. Tout cela est une affirmation abstraite d'une grande vérité. Et puisque les affirmations abstraites ne sont ni intéressantes ni informatives, passons à l'illustration concrète des effets néfastes de l'intolérance. Je vais commencer cette illustration par un incident que j'ai mentionné librement dans pratiquement tous les discours publics que j'ai prononcés ces dernières années. Mais dans la mesure où la froideur de ces pages pourrait déformer son interprétation, il est nécessaire de vous mettre en garde afin que vous ne lisiez pas derrière ces lignes une signification que je n'avais pas l'intention de faire passer. Vous aurez tort si vous négligez ou si vous refusez volontairement d'étudier cette illustration dans les termes exacts et avec le sens exact que je voulais transmettre. Un sens aussi clair que j'ai pu écrire linguistiquement. Pendant que vous lisez cet incident, mettez-vous à ma place et voyez si vous n'auriez pas eu vous-même une expérience parallèle. Si tel est le cas, quelle est la leçon que vous en avez tirée ? Ma propre expérience qui illustre l'intolérance. Un jour, on me présenta à un jeune homme d'une apparence exceptionnellement raffinée. Ses yeux clairs, sa poignée de main chaleureuse, le ton de sa voix et son aspect sublime l'indiquaient comme un jeune homme du plus haut niveau intellectuel. Il était l'étudiant américain typique. Et après l'avoir examiné rapidement du regard et étudié sa personnalité promptement, comme on le fait naturellement dans de telles circonstances, j'ai remarqué une épingle du type « les chevaliers de Colomb » sur sa veste. J'ai lâché sa main immédiatement comme s'il s'agissait d'un morceau de glace. Tout s'est passé tellement vite que nous sommes restés tous les deux surpris. Je me suis excusé et j'ai fait quelques pas pour m'éloigner de lui. Puis, j'ai regardé l'épingle maçonnique que je portais sur ma propre veste. Ensuite, j'ai donné un autre coup d'œil à l'épingle chevalier de Colomb du jeune homme et je me suis demandé pourquoi quelques babioles comme celle-là pourraient-elles creuser d'aussi profonds précipices entre les hommes qui ne savaient rien les uns des autres. Je n'ai pas arrêté de penser à cet incident durant le reste de la journée parce qu'il me dérangeait. J'avais toujours été très fier car je me considérais comme tolérant envers tout le monde. Mais cet accès spontané d'intolérance a prouvé que tout au fond de mon subconscient se trouvait un complexe qui me poussait à adopter un caractère borné. Cette découverte m'a tellement choqué que j'ai commencé un processus systématique de psychanalyse à travers lequel j'ai cherché dans les profondeurs de mon âme la cause de mon attitude. Je me suis demandé encore et encore, pourquoi as-tu lâché si brusquement la main de ce jeune homme ? Pourquoi lui as-tu tourné le dos alors que tu ne savais rien sur lui ? Bien sûr, la réponse m'a toujours conduit à cette épingle des chevaliers de Colomb qu'il portait. Mais cela n'était pas la vraie réponse, et donc je ne pouvais pas en être satisfait. Quelles sont les raisons générales de l'intolérance ? J'ai alors commencé à faire quelques travaux de recherche dans le domaine de la religion. J'ai commencé à étudier à la fois le catholicisme et le protestantisme depuis leur origine.
Une procédure qui, je dois l'avouer, m'a aidé mieux que toutes les autres sources à comprendre les problèmes de la vie. Parmi les révélations que j'ai découvertes à la suite de cette recherche, j'ai compris que le catholicisme et le protestantisme diffèrent davantage par la forme puisque les deux sont fondés sur la même cause qui est le christianisme. Mais ce n'était pas tout, ni la plus importante de mes découvertes. Par nécessité, ma recherche m'a conduit dans plusieurs directions et m'a forcé à entrer dans le domaine de la biologie, où j'ai appris beaucoup sur la vie en général et sur l'être humain en particulier. Ma recherche m'a également dirigé vers l'étude de l'hypothèse de l'évolution de Darwin, telle qu'il l'énonce dans son Origine des espèces. Et à son tour, cela m'a aidé à analyser en détail la psychologie plus que je ne l'avais fait auparavant. Les raisons de mon intolérance. Comme je cherchais de l'information dans toutes les directions, mon esprit a commencé à se déployer et à s'élargir à une vitesse tellement alarmante que j'ai pratiquement senti le besoin de faire table rase de mes connaissances antérieures et d'oublier ce que j'avais à tort pensé être la vérité. Comprenez bien la signification de ce que je viens d'affirmer. Imaginez vous-même en train de découvrir soudainement que la plupart de vos philosophies de vie sont fondées sur des préjugés. Ce qui vous forcerait à admettre que, loin d'être un spécialiste accompli, vous étiez à peine qualifié pour devenir un étudiant intelligent. C'était exactement la position dans laquelle je me trouvais en ce qui concerne les principes de vie les plus solides. Mais de toutes les découvertes révélées par cette recherche, aucune ne fut plus significative que l'importance relative de l'hérédité physique et sociale. Car c'était cette découverte-là qui m'a fait voir pourquoi j'avais tourné le dos à un homme que je ne connaissais même pas. C'était cette découverte-là qui m'a montré comment et où j'avais acquis mon point de vue concernant la religion, la politique, l'économie et bien d'autres sujets importants. Je regrette et je me réjouis à la fois de constater que j'ai formé la plupart de mes opinions sur ces sujets sans le soutien même d'une hypothèse raisonnable, tant moins des faits solides que de la raison. Veillez à ce que vos opinions soient fondées sur une base solide. Puis je me suis rappelé d'une conversation sur la politique entre le défunt sénateur Robert L. Taylor et moi-même. Étant tous deux de la même conviction politique, nous avions une discussion amicale. Mais le sénateur m'a posé une question pour laquelle je ne lui avais jamais pardonné avant de commencer à faire cette recherche. « Je vois que vous êtes un fervent démocrate, dit-il. Je me demande si vous savez pourquoi. » J'ai réfléchi quelques secondes, ensuite j'ai lâché la réponse suivante. Je suis démocrate parce que mon père l'a été aussi, bien sûr. Avec un large sourire sur son visage, le sénateur m'a cloué par cette réplique. Je m'en doutais bien. Maintenant, n'auriez-vous pas été dans un sale pétrin si votre père avait été un voleur de chevaux ? Les cœurs, comme les portes, peuvent s'ouvrir facilement à l'aide de quelques petites clés. Et souvenez-vous que ce sont les mots suivants. Je vous remercie et s'il vous plaît. Ce n'était que quelques années plus tard, après avoir commencé la recherche dont je vous ai parlé, que j'ai compris la vraie signification de la blague du sénateur Taylor. Trop souvent, nous avons des opinions qui ne sont fondées sur aucune base solide, mais uniquement sur les croyances et les convictions des autres. Quels sont vos intérêts en lisant le plan pour l'abolition de la guerre ? Maintenant, je vais citer le texte intégral d'un plan que j'ai proposé à la commission de M. Edward Buck, prix américain pour la paix, concernant l'abolition de la guerre. Je vais le faire pour mieux illustrer les effets de l'un des plus importants principes révélés par l'incident que j'ai décrit. Pour que vous appreniez comment et où vous avez acquis votre philosophie de vie en général. Pour que vous puissiez remonter aux origines de vos préjugés et de vos penchants. Pour que vous puissiez découvrir de la même façon que je l'ai fait moi-même, comment, en grande partie, vous êtes le résultat de la formation que vous avez reçue avant d'atteindre l'âge de 15 ans. Ce plan ne concerne pas uniquement le plus important des principes que j'ai mentionnés, mais il montre également, comme vous allez le remarquer, comment nous pouvons appliquer le principe de l'effort organisé, décrit dans la leçon sur l'objectif principal défini de ce cours, à l'une des plus importantes questions du monde. En même temps, ce plan donne une idée plus vaste sur la façon dont vous pouvez appliquer ce principe afin d'atteindre votre objectif principal. Comment abolir la guerre ? Le contexte. Avant de présenter ce plan pour la prévention de la guerre,
il semble nécessaire d'esquisser brièvement le contexte pour décrire plus clairement le principe qui constitue la base du plan. On peut omettre les causes de la guerre pour la simple raison qu'elles ont peu ou aucune relation avec le principe par lequel la guerre peut être évitée. Hérédité physique et hérédité sociale. Définition. Le but de ce plan traite deux facteurs importants qui constituent les principales forces de contrôle de la civilisation. L'hérédité physique et l'hérédité sociale. La taille et la forme du corps, la texture de la peau, la couleur des yeux et la force de fonctionnement des organes vitaux sont toutes le résultat de l'hérédité physique. Elles sont statiques, fixes et ne peuvent pas être changées car elles sont le résultat de plusieurs millions d'années d'évolution. Cependant, la partie la plus importante de ce que nous sommes demeure le résultat de l'hérédité sociale. Il s'agit des effets de notre environnement et de l'éducation que nous avons reçue durant notre enfance. Notre conception de la religion, de la politique, de l'économie, de la philosophie et d'autres sujets de même nature, y compris la guerre, est entièrement le résultat des forces dominantes de notre environnement et éducation. Le catholique est catholique à cause de son éducation. Et le protestant est protestant pour la même raison. Mais cette affirmation n'illustre pas la vérité tout entière, car on pourrait tirer la conclusion que le catholique est catholique et le protestant est protestant parce qu'il n'a pas le choix. En fait, avec peu d'exceptions, la religion de l'adulte est le résultat de son éducation religieuse de 4 à 14 ans, quand sa religion lui a été imposée par ses parents ou par ceux qui l'éduquaient. Un éminent prêtre a montré sa connaissance du principe de l'hérédité sociale en disant « Laissez-moi m'occuper d'un enfant jusqu'à ce qu'il ait 12 ans, et après cet âge-là, vous pourrez lui enseigner n'importe quelle religion que vous voulez, car j'aurai planté ma propre religion si profondément dans son esprit qu'aucune force de la terre ne pourra défaire mon effort. » Les grandes et importantes convictions de l'homme sont celles qui lui ont été imposées ou celles qu'il a assimilées de sa propre volonté dans des conditions d'émotion intenses, quand son esprit était réceptif. Dans de telles conditions, l'évangéliste peut planter plus profondément et définitivement l'idée d'une religion, en seulement 1 heure de messe, alors qu'il lui faudrait des années dans des conditions ordinaires pour éduquer un esprit qui n'est pas dans un état émotionnel intense. Ceci est un extrait du cours de Napoleon Hill, Les lois du succès. Pour recevoir l'intégralité de l'ouvrage, cliquez sur le lien qui apparaît en bas de cette vidéo.